Donc, l'art comme levier de paix, il y a 1000 choses à dire, on n'a qu'une heure, donc on va pas pouvoir dire les 1000 choses. Je suis ravi, je suis ravi d'être en compagnie donc de deux membres fondatrices du collectif Minuit 12, Jade et Pauline, qui vont en plus danser tout à l'heure pour la cérémonie de clôture. Donc par ordre d'apparition, Manu Katché, musicien qu'on ne présente pas, j'imagine. Zarina. Enfin, tout le monde connaît Manu Katché, non? Mais non, pas forcément. Batteur, musicien, batteur qui a joué avec tous les grands noms de la musique, de la chanson française, et puis internationale. Voilà. N'est-ce pas? Tu as écrit un bouquin, ça c'est le deuxième. Alors ça c'est le voilà. livre de Manu qui s'appelle Beat, qui peut signer après, dans lequel il parle de son parcours, de la musique. Et un peu introspectif sur ce qu'est un musicien aujourd'hui en 2024 avec l'intelligence artificielle. Bien sûr, et Manu, vous animez une émission de radio dans laquelle vous parlez d'autre chose que de la musique. Vous parlez justement des thématiques qui nous concernent ici, le racisme, ce genre de choses, des thématiques très contemporaines. Et j'ai une émission aussi sur Yahoo, un programme qui s'appelle La Face Catchée, où je parle de la diversité. C'est ça. Bien sûr, j'allais le dire. Zarina Khan, que je ne présente pas, puisque elle est là depuis vendredi soir. Donc Zarina, bien sûr, elle est philosophe, dramaturge, auteur, autrice, je ne sais pas comme tu préfères. Et Zarina, elle a été nommée ambassadrice pour la paix auprès de l'UNESCO donc en 1995, nommée au prix Nobel de la paix en 2005. Parcours de vie extraordinaire. Et on a déjà eu l'occasion de t'entendre pendant ce fabuleux week-end. Et last but not least, Christophe Mali, qui est membre fondateur du collectif Trio, mais qui est d'abord un passionné de théâtre aussi. Et d'ailleurs, vous vous connaissez avec Zarina, parce que vous avez fait partie de la troupe de Zarina, si je ne m'abuse. Non, tu n'abuses pas. Donc théâtre, musique, et puis écriture aussi. Voilà. Alors Minuit 12, quand même, je précise que vous êtes des danseuses qui avaient inventé une nouvelle forme de militantisme. Justement, vous êtes en plein dans le sujet, puisque là, vous mettez l'art au service de nouvelles formes de militantisme. C'est assez original comme démarche. Vous vous êtes rencontrés à Sciences Po avec une troisième cofondatrice qui s'appelle Justine. Hein, et ce soir, vous allez danser, vous êtes 5, vous êtes venus avec plusieurs membres du collectif. Aujourd'hui, le collectif, il est au-delà de vous trois. Vous êtes combien en tout? Bonjour. Alors déjà, dans le collectif Minuit 12, on est une base de danseuses et danseurs professionnels de 10 personnes. Voilà. Mais on fait aussi des performances participatives là qui sont plus militantes. On va danser dans l'espace public, devant le siège de Total pour la protection des océans. Et là, on a des performances à plus de 150 personnes, donc c'est assez élargi. D'accord. Et donc pour ma part, je suis Jocelyn Morisson, je suis rédacteur en chef de la revue Native, qui est une revue consacrée au peuple racine, peuple autochtone, au peuple premier. Alors je voulais peut-être commencer avec Zarina, parce que alors on a bien sûr ces dessins de Picasso, l'art comme levier de paix, on est en plein dedans évidemment, il y a beaucoup de choses à dire comme je disais, mais il y a une espèce de paradoxe, on parle de théâtre de guerre, on parle de théâtre de conflit, n'est-ce pas un affreux paradoxe, alors qu'on en a parlé ensemble, l'inventeur du théâtre, Échille, en 500 avant Jésus-Christ, est aussi en quelque sorte celui qui a créé la démocratie. Merci de citer un de mes grands amants. J'en ai 3, c'est Échille, Socrate et Olivier de Serres. Voilà, donc ils s'entendent bien, ils n'ont pas le même âge, et tous, ils défendent, vous voyez, c'est un terme de guerre, hein, défendre. Tous, ils défendent l'union des êtres humains entre eux. Ils cherchent, tous les 3, avec des outils différents, Échille avec le théâtre, Socrate avec la maïeutique, l'accouchement de la parole de l'autre, Olivier de Serres avec l'agriculture
Et c'est un peu le père, il a 423 ans, cet amoureux-là. C'est le père de l'écologie pour moi. Et tous y cherchent ce qui va nous réunir. Puisque le monde se construit en division depuis la nuit des temps, en rivalité, en compétition, eh bien, il y a des êtres qui font tout le contraire. Et l'outil majeur que moi, en tout cas, j'ai trouvé, sans savoir que ça s'appelait l'art, sans savoir que ça s'appelait même le théâtre, c'était de dessiner dans la cour de récréation, lorsque j'avais 4 ans, un cercle de craie sur le goudron, d'inviter mes camarades que je voyais pleurer quelquefois dans un coin, de me raconter pourquoi ils pleuraient. Et ensuite, sans bien sûr dire qui était le personnage principal de l'histoire, de raconter cette histoire et d'inviter les autres dans la cour à venir l'écouter. Lorsque mon institutrice m'a dit « Tu as volé de la craie dans la classe, mais est-ce que tu sais ce que tu fais ?» J'ai dit « Je joue ». Et elle m'a dit « Le verbe est juste, mais c'est bien plus que cela ». Et cette femme a nommé, c'est-à-dire qu'elle a mis des noms sur ce que tout naturellement j'avais eu besoin de faire. Et elle m'a dit, quand tu racontes l'histoire, tu es l'acteur. Quand tu mets en scène tes camarades, tu es donc le metteur en scène. Quand tu construis l'histoire, tu es l'auteur. Et quand tu dessines ce cercle de craie, il se passe quelque chose d'important. Ce n'est plus la cour de récréation, c'est un autre espace. Et elle n'emploie pas le mot que je vais employer, c'est un espace sacré, qui peut naître partout. Dans les conflits, j'ai beaucoup travaillé, là je vais aborder pourquoi je connais Christophe, peut-être c'est le moment aussi. Quand je me suis retrouvée dans cette cour de récréation, il n'y avait plus aucun repère pour moi. J'étais déjà dans un premier exil. J'avais déjà assisté à la tentative de lapidation de ma mère au Pakistan parce qu'elle était chrétienne et que mon père était musulman. J'avais déjà été arrachée à ce père que j'aimais par-dessus tout et que je n'ai revu que 36 ans après. Et donc, il y a quelque chose qui devient de l'ordre de l'insupportable en soi. Et pour que cet insupportable s'apaise, j'ai trouvé toute seule cette verticalité, cette création qui permet de dire, mais en étant protégée, parce que si je disais, on me traitait de menteuse. La vérité est très difficile à être entendu en fait. On n'a pas envie de savoir ce que l'autre souffre. On n'a pas envie. Donc on dit qu'il ment. C'est ce qui a fondé peut-être tout ce que j'ai compris après, c'est que l'art nous appartient à tous. Que l'art est trop important pour être laissé aux artistes. Qu'il est grand temps que chacun devienne créateur à sa mesure, auteur, metteur en scène. Et c'est là où je reviens vers Christophe parce que c'est assez extraordinaire qu'on se rencontre aujourd'hui. On ne s'est pas vu depuis quelques années déjà. Mais Christophe avait 16 ans quand il est entré dans mes ateliers d'écriture que je faisais à Paris avec des jeunes. Et ensuite dans cette grande aventure qui a été dans Sarajevo assiégé, la guerre en ex-Yougoslavie, dont j'ai rapporté les paroles de paix des adolescents qui n'avaient jamais écrit, qui n'avaient jamais joué, mais qui, en 5 jours, ont écrit, appris à jouer, monté le spectacle, sous les bombardements, avec les deuils que nous avions tous à vivre, puisque moi j'ai perdu ma mère, il se trouve au 4e jour de ce travail. Donc on était tous dans le deuil. Et pourtant,
nous avons écrit une pièce drôle, avec de la joie, avec cette gravité qui amène à la joie. Rire ensemble, pleurer ensemble, et je reviens à ce que Jocelyn disait tout à l'heure, Eschyle, c'est le terreau de la démocratie. On ne peut pas être citoyen d'une cité, ça c'est Eschyle qui l'avait dit, compris. On ne peut pas être citoyen d'une cité si on n'a pas ri ensemble et si on n'a pas pleuré ensemble. Parce que c'est comme ça, sur cette émotion fondatrice que se construit. La citoyenneté n'est pas un mot creux, il a été galvaudé, il a été traîné dans toutes les institutions, il s'en est pas très bien sorti. Mais si on revient au sens premier de la cité, c'est formidable. Christophe s'est trouvé sur cette route à plusieurs moments de ce travail de l'art comme levier de paix, comme terreau de paix. Puisqu'il n'a pas été à Sarajevo au premier voyage, mais quand il a vu le texte, il est entré dans cette troupe qui s'est créée. C'est pas moi qui l'ai créée, elle s'est créée parce que les jeunes entre elles, les uns après les autres, des musiciens disaient ben moi je pourrais jouer ça, et puis moi je pourrais. Et je laissais entrer, et quelquefois il y avait des dictionnaires de la vie, on était très nombreux, quelquefois on était peu nombreux, mais c'était toujours ce texte écrit au cœur de la guerre et que ces jeunes portaient. Et on a été avec Christophe dans cette tournée incroyable, incroyable vraiment, jusque dans les Balkans, à Thessalonique, à Athènes, voilà, avec les Grecs qui arrivaient. Alors on ne comprenait pas la même langue, donc il fallait que je trouve comment faire. Eh bien on trouve, parce que finalement tout est simple quand on est porté par cet amour profond du vivant, de l'être humain dans toute sa dignité, quoi qu'il arrive. Ce pied de nez que l'art fait à l'ennemi, aux balles, au bombardement, ce pied de nez total, global, on n'a pas peur de risquer sa vie pour dire, pour construire ce pont de l'art avec l'autre, avec tous les autres qui, de l'autre côté de la guerre, peuvent nous entendre. Parce que c'est ça l'œuvre. Elle nous permet de nous rencontrer au-delà du fait de bouger dans l'espace, au-delà du temps. Eschyle, 2500 ans, on l'entend. Moi, je le porte dans mon cœur, je lui serre la main, je l'embrasse, parce que son texte m'est arrivé. Et je peux laisser Christophe continuer, peut-être. On aimerait entendre son... On aimerait... Parlez après toi, Zarina. Ouais, Zarina, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai qu'on a peu de temps et j'aimerais que Christophe nous partage son retour d'expérience justement sur ce vécu. Ah ben écoutez, moi c'est très simple, je vais essayer de faire court pour le coup. Non, moi j'ai 16 ans et en effet je fais de la musique et je suis passionné de chansons, j'écris des chansons. Et dans mon univers, pour faire un lien avec toi, Zarina, quand je rentre dans cette troupe de théâtre, j'ai 16 ans, nous tournons pendant plusieurs années, une pièce qui a été écrite à Sarajevo. Et en étant comédien et musicien, je me rends compte à quel point l'art, le théâtre, la musique, au-delà d'un simple divertissement, puisque j'ai 16 ans et que je me divertis en écoutant Jacques Higelin, en écoutant Souchon, en écoutant Véronique Sanson, je me rends compte que l'art a une puissance, je me rends compte que la musique, que le théâtre, au-delà de simples mots, au-delà de simples notes, tout d'un coup peut avoir et peut résonner totalement différemment. Et ça, on l'a vécu ensemble Zarina, et c'est une rencontre donc, du coup, qui a changé ma vie, cette rencontre justement avec l'art au sens noble et au sens engagé du terme, puisque du coup, c'est ça qui a été l'ADN et la colonne vertébrale du restant de ma vie artistique. C'est-à-dire que il me plaisait d'écrire des chansons pour déconner, des chansons pour danser, des chansons à boire, je n'ai jamais perdu de vue le fait que si j'écrivais des chansons, si j'étais auteur, si j'étais compositeur, c'était d'une certaine manière parce que j'avais l'utopie de croire que certaines chansons peuvent changer le monde.
C'est quand même c'est absolument énorme. Lourde responsabilité, en effet, mais quand on se retrouve à chanter des chansons dans certains lieux, on se rend compte, alors nous l'avons vécu pour l'avoir joué à travers l'Europe ou à travers les Balkans, mais on se rend compte quand même de la puissance des mots, de la puissance des textes, de la puissance de ce que peut apporter l'art comme pont entre les êtres, comme pont entre les cultures, comme pont entre les personnes. Et voilà, alors après moi je suis parti avec Trio, j'ai écrit, j'ai fait mon parcours avec un engagement. Je regardais tout à l'heure les fondations qui participent justement à ce festival, Survival, Sea Shepherd, toutes ces ONG, toutes ces organisations avec lesquelles nous on a travaillé avec Trio pendant 30 ans, main dans la main. Et pour faire des liens, quand tout d'un coup on commence à voyager, bon, je pense que Manu en parlera aussi par rapport au voyage, etc. Quand on commence à partir par exemple au Soudan, et à jouer les morceaux au Soudan, au milieu, dans un pays en guerre, au milieu de la charia, qu'il y a les militaires qui sont juste devant la scène, on se rend compte tout d'un coup du poids des mots et de la liberté que nous avons de chanter, de la liberté que nous avons de pouvoir écrire ce que nous voulons, de pouvoir porter des messages de paix, ce qui peut paraître complètement bisounours pour nous ici en France, quoique par ces temps très très difficiles, c'est très important de défendre ces mots-là, mais c'est quand tout d'un coup cette liberté on commence à l'exporter ailleurs. Alors je donne l'exemple du Soudan, mais il y en a d'autres, mais cet exemple est très frappant, qu'on se rend compte finalement de la portée finalement de nos chansons, de la portée, et on se dit quelque part, oui, on a une responsabilité d'artiste. Alors elle est dans la création, mais elle peut être aussi, au-delà de la création, nous je sais qu'avec Trio, on a essayé à des moments de faire des regroupements d'artistes. Me vient en tête en 2003 quand George Bush veut envahir l'Irak, que tout le monde en parle. On crée un collectif, tous les artistes se joignent, un zénith est absolument complet, puisque comme une grande partie de l'Europe, on est contre la politique de George Bush, etc. Et la nuit du zénith où tout le monde se retrouve, c'est justement la nuit que George Bush choisit. Pas par rapport à notre zénith, bien sûr, mais choisi justement pour envahir l'Irak. Et au-delà donc des mots, au-delà des chansons, on se rend compte que du coup, les artistes s'unissent et les artistes, tout d'un coup, ont un poids et une médiatisation et peuvent porter un message. Donc voilà, au-delà d'une simple chanson qu'on peut écrire ou d'un texte de théâtre qu'on peut écrire sur sa table, on se rend compte de la portée de là où ça peut aller. Alors c'est fort comme exemple parce que, en l'occurrence, ce rassemblement dont tu parles, il n'a pas empêché l'invasion de l'Irak. Est-ce qu'il y a une forme de naïveté à croire que l'art peut amener la paix, peut être un vecteur de paix? Parce que les faiseurs de guerre, hein, finalement, ils n'ont pas une forte sensibilité artistique, on imagine. Et est-ce qu'il faut le faire malgré tout? Parce que l'art est là aussi avant pour dénoncer les horreurs de la guerre, il est là après pour faire le devoir de mémoire, et puis il est là pendant sur les terrains de conflit pour essayer d'apporter aussi du réconfort et une autre façon d'exprimer voilà, ses sentiments, ses ressentiments, etc. Mais il faut cette naïveté finalement pour l'artiste, il faut dire ça sert à quelque chose. Je crois que la première chose, quand on commence à faire de la musique, quelqu'un se met dans la rue, fait de la musique, joue de la guitare et les gens s'arrêtent et les gens se mettent autour. Donc la première chose de la musique, c'est le rassemblement, c'est de se rassembler. Alors en effet, pour donner l'exemple du rassemblement, du collectif Ensemble contre la guerre, évidemment qu'en remplissant un zénith et qu'en réunissant toute une génération de chanteurs ou d'artistes, nous n'allions pas changer les choses. Mais par contre, c'est ce rassemblement qui est important. C'est de se dire finalement, on ressent des choses, on pense des choses et on n'est pas les seuls. Et finalement, l'artiste, mais pas que le chanteur, pas que dans la musique, on peut penser vraiment au théâtre, on peut penser à la peinture et à l'art vraiment au sens noble. On est là vraiment pour rassembler les gens et se rendre compte qu'on n'est pas les seuls à penser ces choses-là. Et c'est ensemble qu'on peut avancer. C'est l'histoire du colibri. C'est l'histoire du petit colibri. Donc oui, c'est nécessaire. Est-ce qu'il y a une forme de naïveté là-dedans? Oui, certainement. Il y a une forme d'utopie, en tout cas, de croyance, de se dire que d'avoir la foi, mais au sens étymologique du terme, se dire que demain peut être meilleur encore qu'aujourd'hui. Merveilleux. L'étymologie de foi étant confiance, fidélité, si je ne m'abuse. Je m'adresse à la philosophe. Manu, ça fait écho, bien sûr, avec votre chemin, votre parcours. Est-ce que vous avez eu des expériences comme ça où vous avez le sentiment que un concert apportait ce message de paix peut-être sur des terrains dans des situations de conflit ou pas, dans des pays où il y avait eu la guerre Moi j'ai eu plusieurs expériences, principalement j'étais lié à Amnesty International dans les années 80 puisque j'ai tourné avec
le groupe lié à Peter Gabriel, et on est allé, effectivement, on a fait une tournée, il y avait Springsteen, il y avait John Baez, il y avait les Neville Brothers, il y avait Tracy Chapman, etc., etc. Et on a tourné, on a fait à peu près 10 concerts. Donc, pour essayer de payer les avocats pour que ces avocats puissent sortir les mecs emprisonnés à tort. Donc on rencontre, évidemment pas les prisonniers, mais on rencontre les mamans ou les papas. Et nous aussi, musiciens, donc j'en parle très clairement, on n'est pas payé, c'est quelque chose de bénévole. On fait une tournée avec Amnesty, il y a un défraiement, mais il n'y a pas de salaire. C'est vraiment pour le bénéfice direct des avocats, pour qu'ils puissent, eux, grâce au prix des billets, essayer de libérer ces gens. Et quand on rencontre les mamans et les papas, on se prend une grosse claque, parce qu'on a tous, évidemment, quand on a la chance de les avoir encore, une maman, un papa, et le rapport est forcément fusionnel, puisque ce sont les gens qui vous ont élevé, qui vous ont mis au monde et qui ensuite vous ont élevé et vous ont donné les premiers pas, en tout cas les premières pensées. Et moi, dans ma famille, c'est une famille plutôt d'ouvriers à la base, pas forcément de musiciens, et j'étais confronté effectivement à la difficulté de la diversité assez tôt. Ma famille est blanche, j'étais le seul black, donc c'était assez compliqué pour la gestion de l'école et du reste. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'a franchement inquiété, jusqu'au jour où je me suis retrouvé effectivement au bout du monde avec Gabriel et les autres artistes. Et là, je me suis replacé un petit peu dans mon monde, et je me suis dit, bon, j'ai quand même beaucoup de chance, parce que j'ai des parents qui m'ont élevé, j'ai eu un entourage, j'ai eu la chance d'aller à l'école, d'apprendre des choses, de m'instruire. Et d'avoir une liberté, d'avoir ce qu'on appelle la liberté. Ces types-là, ces gens-là, ces femmes ou ces hommes, il n'y a plus de liberté. Certains sont morts en prison. Il y en a un, on a rencontré la maman qui a été carrément aspergée d'essence par les forces armées et qui a brûlé comme ça en place publique. Ça, c'était au Chili. Je peux vous dire que c'est super intense. Quand on joue pas de la même manière. Donc moi, ma force, elle n'est pas de me dire je suis là, le point levé, je vais sauver le monde, parce que je pense que j'en suis incapable. Mais en revanche, je peux apporter un petit caillou, une petite pierre à l'édifice, en disant voilà, avec mon talent, j'ai la chance d'avoir un certain talent et de pouvoir en faire ma profession et ma passion, d'aider pour un profil particulier, pour un projet particulier. Ça, c'est une expérience extrêmement riche, mais extrêmement touchante. Et je me suis rendu compte de la chance que moi j'avais d'avoir eu les parents que j'ai eus et d'avoir eu l'enfance que j'ai eue. Donc, tout le monde n'a pas cette chance-là. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure des années, en vieillissant, principalement avec mon instrument, la batterie. Et je pense que c'est par rapport à la musique. Alors moi, je n'appelle pas ça le rassemblement, mais c'est quelque chose de physique. C'est-à-dire que moi, je joue un instrument extrêmement organique, et il y a une résonance, et on a tous une cage thoracique. Je ne parle même pas de goûts musicaux, je parle de cage thoracique. Quand je donne un coup de grosse caisse, quand je donne un coup de snare, de caisse claire, vous le prenez là. Peu importe comment, mais il y a une résonance. Et tout à coup, effectivement, si la résonance vous touche, au-delà de la résonance physique, mais elle monte effectivement dans votre cerveau, et tout à coup, il y a un lien avec ce que vous aimez musicalement, peu importe le genre, je n'ai pas du tout d'avis là-dessus, c'est juste ce qui est intéressant, c'est cette résonance animale. Pardon. Et je pense qu'on a tous ça en nous, d'une forme ou d'une autre, parfois on ne le sait pas. Mais je me suis rendu compte, j'ai rencontré, ça fait longtemps que je fais de la musique évidemment, beaucoup de gens qui m'ont dit Manu, quand tu joues, tout à coup ça me porte, tout à coup je me sens mieux, tout à coup j'ai le sourire, tout à coup ça. Et c'est pas de bien jouer, c'est juste d'avoir effectivement cette possibilité, encore une fois. Alors moi c'est la batterie, Christophe ça peut être la guitare, vous c'est la danse, parce que la gestuelle est aussi importante. Mais quand on dit on est touché, c'est pas simplement oh c'est joli, c'est beau, ça me plaît, j'aime bien la mélodie et j'aime bien comme lui ou elle bouge. Non, c'est la résonance, et la résonance c'est le cœur. Et je pense que dans la musique, c'est pour ça que je trouve que c'est une forme extraordinaire, et encore une fois très différente de la peinture, de la sculpture, et même au-delà des mots, parce que les mots vous indiquent une direction, la musique c'est la vôtre. C'est-à-dire que quand moi je joue la batterie, un groove, quoi que ce soit, je vous l'offre, et après vous en faites ce que vous voulez avec ce que vous avez envie, où vous avez envie d'aller. Donc voilà, ça c'est une première expérience. Et la deuxième, j'ai allé plus vite, parce qu'après il y a les jeunes filles qui doivent parler. J'ai travaillé avec beaucoup de Serbes, de Croates, de Macédoniens. J'ai la chance de travailler dans les pays Balkans. J'ai fait beaucoup d'albums, notamment un qui s'appelle Giboni, qui est assez connu là-bas. Et j'ai eu la chance de faire album là-bas en Slovénie, studio superbe, incroyable, et ensuite de faire des concerts. Et ce qui était dingue, alors au-delà du public, c'est que on travaillait, on a fait un album en studio, et ensuite il y avait effectivement 2-3 concerts à faire en Croatie.
Et je vous dis, il y avait des Slovènes, des Macédoniens, des Serbes et des Croates. Et il y a eu la guerre. Et j'appelle mon copain qui s'appelle... le nom est impossible. Non, on l'appelait Man, parce qu'on n'arrivait pas à dire son nom en entier. Et je lui dis, mais je comprends pas. Enfin, j'envoie un mail, je dis, je comprends pas, j'ai pas de nouvelles, on doit faire des concerts là-bas, comment ça se passe? Et il me dit, Manu, j'ai pas la réponse tout de suite. Je suis désolé, mais là, j'ai dû prendre les armes pour défendre ma famille. Et là, j'ai fait, waouh, un mec guitariste exceptionnel. Et je l'ai revu après, bien entendu, hein, après la guerre. Il est venu à Paris. On a terminé ce qu'on avait à faire ensemble pour son album. Et il m'a dit, Manu, et là, il m'a expliqué, il me dit, j'ai protégé ma famille, j'ai pris les armes pour les protéger, mais la guitare, j'ai rangé. Et là encore, j'ai eu un vrai choc parce moi, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais été confronté à ça. Et donc, il faut donc, la chance qu'on a de pouvoir là, être ensemble, de pouvoir parler, d'avoir des jolis éclairages, d'avoir des caméras vidéo qui tournent, d'avoir à boire, à manger, il faut le protéger, il faut le garder. Parce qu'il y a un paquet de cinglés dans ce monde qui ont envie de le supprimer. Alors oui, effectivement, on donne la parole aussi aux jeunes filles qui représentent une nouvelle génération, pour le coup, d'action, de militantisme. Vous, c'est par la danse, mais vous vous êtes rencontrés à Sciences Po, c'est assez singulier, et vous faites un pont entre la danse et le militantisme, donc sur le terrain de l'écologie, sur le terrain de la politique. Vous parlez d'une diversification des formes militantes. Donc c'est un engagement qui clairement prône une convergence entre l'art et le militantisme. On n'est pas simplement dans une démarche artistique, on est vraiment là pour passer un message fort dans des situations où ça peut être des assemblées générales de multinationales, ça peut être je ne sais pas, vous avez fait des performances dans des contextes très très différents. Comment c'est né d'abord cette rencontre entre vous à Sciences Po, et pourquoi ne pas avoir fait les études de Sciences Po vous avez décidé à un moment donné que vous seriez plus utile sur le terrain de l'art? Alors, sur le papier, ça peut sembler être un peu un grand écart quand on se dit Sciences Po et maintenant danser, chorégraphier et militer par la danse. Mais je pense qu'on est vraiment la génération qui a grandi avec l'urgence climatique. Et il y a un moment où ces thématiques habitent nos cours, habitent nos pensées aussi. On se rend compte à quel point elles cristallisent aussi des injustices et des inégalités qui existent déjà et les amplifient. Et nous, quand on s'est réunis toutes les trois, donc Justine qui est dans la salle, Jade et moi, on s'est vraiment demandé comment est-ce qu'on pouvait agir, comment est-ce qu'on avait envie de créer. Et je pense que tous les artistes créent sur des sujets qui les touchent. Et nous, on n'a pas essayé de trouver une cause à défendre. En fait, on est vraiment parti des sujets qui nous touchent profondément dans notre chair, dans notre corps. Et ça tombe bien parce que nous, on danse. Et donc, c'est le mouvement qui va porter nos réflexions, porter nos sensations. Et là où on a vraiment été surprise, c'était se rendre compte que cette façon de cristalliser nos pensées, les données, les rapports qu'on lit en une création scénique pouvait aussi toucher des spectateurs. Et en fait, c'est vraiment les spectateurs et spectatrices à nos premières représentations qui sont venus nous parler après en nous disant, soit en nous parlant de déclic, soit en nous disant que parfois, en lisant des données froides, il y a du mal à se mettre en mouvement ou même à concevoir les thématiques qui sont abordées, mais que là, par l'émotion, par le sensible, il y a une sensation qui reste et qui donne envie soit de se documenter un peu plus, soit d'en parler autour de soi, soit carrément de s'engager. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à faire des mobilisations un peu coup de poing devant le siège de Total, ou à créer des pièces comme la dernière, Les Cimes, qu'on dansera tout à l'heure, qui a été créée à l'intérieur du musée d'Orsay. Donc là, on s'inspire de toutes nos références, donc les Miyazaki avec lesquels on a grandi, mais aussi l'école de Georges Sand. Et on va chercher des combats anciens qui sont tolérés par plein de gens parce que ça fait partie de l'histoire quand on parle, par exemple, de la protection de la forêt, pour se dire ce qui serait intéressant maintenant, c'est de le projeter dans le monde réel, dans le maintenant. Et donc cette pièce, on l'a aussi dansée dans la forêt, à Jusant, pour construire toute une campagne médiatique et aider à sanctuariser une forêt qui allait être détruite. Et quand on fait ce genre de mobilisation, et ça résonne avec tes mots quand tu disais que l'art est trop important pour être laissé entre les mains des artistes, on rassemble aussi les gens sur place. Donc on va chercher les militants, les habitants, les gens qui se mobilisent déjà depuis un moment et on leur dit, vous savez quoi, vous allez danser avec nous. Et donc on rassemble danseurs professionnels, danseurs amateurs et on fait des grandes performances participatives où on gère aussi bien la création scénique, les costumes. On essaye d'avoir une démarche qui est logique pour nous, de A à Z, de la conception musicale en passant par les tissus qui sont recyclés et en essayant de pouvoir mettre un coup de projecteur sur le travail que font des activistes depuis des années déjà. Et nous, c'est notre façon de rejoindre la lutte.
Et Et on en parlait un peu, tout le monde, quand on parle d'art, on parle d'émotions que chacun ressent et a envie de partager avec d'autres. Et l'émotion, ce qui est intéressant, c'est que c'est un terme qui maintenant est connoté très individuel, très personnel, c'est mon émotion. Sauf que l'émotion dans la langue française, quand ce mot a vraiment commencé à être utilisé au XVIIe siècle, ça voulait dire mouvement au sens de mouvement social, de révolte populaire, donc de quelque chose de éminemment collectif. Et en fait, on travaille à retisser ce questionnement. En fait, ce qui nous révolte au plus intime et ce qui nous fait souffrir au plus intime de nous-mêmes est partagé par le plus grand nombre. Ce qui est le plus personnel et aussi ce qui est le plus universel et le plus partagé. Et on essaie de travailler à cette émotion collective comme force collective. Et aussi, tout à l'heure, je pensais, quand vous parliez du Zénith, du fait que c'était le même soir où il y a eu l'invasion. Effectivement, il y a beaucoup de fois des luttes, on nous demande, on nous dit ouais, vous vous battez pour des causes perdues ou est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Et effectivement, il y a plein de fois où ça marche pas, mais il y a aussi des fois où ça marche. Et il faut le relever. Par exemple, quand on a dansé devant le siège de Total contre le projet ICOP, ça a vraiment lancer en fait aussi une campagne plus large de médiatisation au début, donc nous avec la danse, et après il y a eu plein de médias, plein de militants aussi qui ont repris, et aussi tous les échecs du passé. On s'en souvient, et donc nous on est jeunes, on regarde, moi j'ai grandi avec Woodstock, donc en vraiment ces références de chanteurs qui se battaient contre la guerre du Vietnam, et en fait finalement avec Pauline, par exemple, on a beaucoup lu aussi sur Green Arm Common. C'est des femmes en Angleterre qui se sont réunies pendant plus de 30 jours et qui ont entouré une centrale nucléaire. Et elles ont créé des formes hyper artistiques et innovantes de militer. Elles sont carrément montées sur les silos pour danser. Et elles ont fait quelque chose d'absolument non violent, mais très créatif, très artistique aussi. Et il y a cette question de l'héritage aussi de toutes les luttes passées et de finalement continuer de lutter, parce que lutter, c'est donner une chance d'avenir à des passés qui nous importent. Et donc tout ce que vous nous racontez, tout ce que d'autres nous racontent, tout ce qu'on lit, c'est faire exister, c'est donner un récit à des luttes qui ont gagné dans le passé, à des luttes qui n'ont pas encore gagné mais qu'on peut-être on pourra gagner plus tard. Et donc il faut continuer toujours de chercher, soutenir les artistes dans tous les conflits, dans toutes les guerres, dans tous les espaces politiques. Il y a toujours des artistes et des militants qui ont fait corps ensemble. Un mot encore, Jade et Pauline, s'il vous plaît, parce que j'ai lu des choses qui m'ont fasciné sur vous. C'est que vous dansez aussi des mouvements qui visent, qui sont dans la résistance, par exemple, pour pas que la police enlève des personnes qui protestent dans une situation ou une autre. Il y a une façon dont les corps s'assemblent, s'entremêlent, s'accordent entre eux et deviennent mous. Enfin, j'ai lu des choses comme ça, c'est assez étonnant. C'est de la danse, c'est de l'art, c'est une performance, et en même temps là on est dans un acte de résistance politique hyper fort, quoi. Pour pas que la police puisse vous emmener, vous ne dansez pas, ou je sais pas ce que vous faites, mais il y a quelque chose qui est vraiment à la frontière, quoi. En fait, il y a un peu deux idées à l'intérieur. Il y a déjà quand nous, on vient danser en fait dans des manifestations, ou par exemple à la dernière AG de Total, on arrive, il y avait déjà beaucoup de militants sur place qui étaient noués ensemble, et quand les militants sont comme ça, non violents, mais sont en train d'effectuer un blocage, les forces de l'ordre peuvent être très violentes, mais vraiment très violentes. Nous, on est arrivés en plus avec Justine, nous on est asthmatiques, il y a du gaz dans l'air, enfin c'était vraiment très sympa comme accueil. Et en fait, il se passe que quand on arrive, nous, et qu'on se dit, en fait, on va danser là, pendant le blocage ou pendant la manifestation, ça crée une sorte de bulle, une sorte de pause dans le temps qui fait que même les forces de l'ordre ne savent pas comment réagir, et on ne va pas gazer des danseuses. Enfin, il se passe quelque chose qui fait que ça suspend un peu tout le monde. Et en même temps, ça permet en fait d'ajouter de la force et de l'énergie aux militants qui sont là, en se disant qu'ils sont rejoints par des artistes, qui sont rejoints par cette force artistique qui vient aussi s'ajouter à
à leur esprit à eux, et en même temps de l'autre côté, du côté qui est un peu plus celui de la loi et de la violence, on va se dire là on va pas à l'encontre de quoi que ce soit, on est juste en train de danser, et ça permet de créer en fait des bulles et des espaces. Et aussi en fait ce qui est intéressant, c'est que quand on est dans la lutte, on pense aussi à la façon dont les images vont être retransmises ensuite, et la danse c'est extrêmement viral, ça circule beaucoup, ça fait des images qui sont très partagées sur les réseaux sociaux, et c'est une logique qu'il faut aussi avoir quand on veut médiatiser un combat. Et ensuite, nous, on s'inspire en fait de toutes ces formes, ces personnes qui sont nouées pour bloquer les entrées et qui en fait sont non violentes et vont adapter en fait dans leur corps des postures quand elles vont se faire traîner par les forces de l'ordre. Il faut résister sans violence, donc elles vont laisser leur corps tout mou glisser sur le sol. Et ça, ensuite, on s'en inspire quand on est dans les studios de danse, pour ensuite faire une création, dont une qui est en création en ce moment, où on explore justement toutes les formes de résistance, la non-violence, la joie et les désillusions militantes. Et donc on s'inspire de tout ce qu'on voit dans la rue, et nous, on le ramène sur le plancher de danse. Ouais, oui, et on l'étire, quoi. Donc imaginez plein de militants comme ça, accrochés. Et en fait, à partir du moment où le corps est décroché, on s'est dit, regardez ces images, on a regardé plein d'images de blocage et tout. Et les corps sont tout mous, et on a commencé à travailler sur des portées. Donc après, on le déforme, on en fait notre objet créatif, et c'est pas forcément littéralement, vous, quand vous voyez, vous n'allez pas vous dire, ils sont forcément en train de bloquer quelque chose, mais on a commencé à lancer les corps comme ça, tout mous, et c'est super intéressant parce que les militants éprouvent physiquement, c'est-à-dire que vraiment ils se lèvent à 5h du matin, ils s'accrochent, enfin, il y a énormément de corporéité dans le fait de se lever et de dire non, ça suffit. Et donc voilà, on essaye un peu de s'inspirer et de faire un aller-retour entre la lutte sur le terrain et nos studios de danse. Merveilleux. Merci. Je redonne la parole à Manu. Tout à l'heure, vous parliez de cette notion de résonance. Hein, la vibration en fait, parce que là on est sur la danse, on est dans quelque chose de visuel, c'est du mouvement. Avec la musique on est dans une vibration. Est-ce que c'est pas justement le lien universel, quoi, tout vibre, tout est relié par cette vibration. Il me semble. Je pense que j'ai eu pas mal de témoignages, c'est drôle, avec les années de jeunes gens qui m'envoyaient. On a des réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux ne sont pas mauvais, on peut avoir des contacts avec certaines personnes très intéressantes. Et notamment, ça s'est produit plusieurs fois. J'étais un peu surpris, mais j'ai répondu. Parce que moi, mon Insta est principalement public, donc j'essaie de répondre aux gens qui me sollicitent. Et là, il y avait 2-3 personnes, 2 jeunes femmes et un jeune garçon, qui m'ont dit, voilà, mon papa est malade, il est à l'hosto depuis tant de temps, et il écoute ce disque-là que tu as fait, Manu, et ça l'aide à ne pas perdre pied. Donc j'ai pris des nouvelles régulièrement, son papa s'en est sorti. Il y en a un autre pour lequel le jeune garçon me disait, Manu, il écoute ce disque-là, mais je pense qu'il est vraiment axé sur la batterie, est-ce que ça t'embêterait sur une petite vidéo de faire un peu de drums? Donc j'étais, je ne sais plus où, en tournée, donc j'ai demandé qu'on me filme avec mon portable, où j'ai vraiment joué la batterie pour ce monsieur. Il s'en est sorti. Par contre, le troisième, ça n'est pas sorti. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait, c'est pour ça que la résonance, ça peut soigner. Donc on va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et moi, ça m'a vraiment déstabilisé. Parce que je sais qu'effectivement, avec la résonance dont on parle, cette émotion, comme l'a décrit Jade, c'est moi, c'est pas vindicatif, c'est vraiment c'est la fusion. C'est-à-dire que mon rêve, quand j'étais môme, c'était de faire de la musique dans le monde entier pour rencontrer toutes ces cultures. Et même si on ne parle pas la même langue, peu importe, mais il y aura forcément un contact du fait de mon instrument. Et j'ai réussi à faire ça. Et ça, je suis juste fier d'avoir pu effectivement traverser le monde et grâce à mon instrument, d'aller en plus profond à l'intérieur des gens. Et là, notamment, c'est vrai que ces témoignages de jeunes gens, ça m'a déstabilisé parce que je ne pensais pas qu'on pouvait aller si loin. Donc, c'est assez magique, quoi. Contre la guerre, il faut faire naître une émotion de censure, je dirais, pour faire un jeu de mots ridicule. Zarine, on parlait, en préparant cette table ronde, de la notion de chaos. Tu as fait un TEDx qui est fameux, où tu parles donc du chaos à la cohérence. Mais tu m'as appris que le chaos, c'était une ouverture qui peut nous engloutir, mais qui est quelque chose aussi d'où du nouveau peut surgir. Comment transformer le chaos en une joyeuse cohérence?
C'est un peu à ça que je tente de me consacrer depuis toujours. C'est un vaste programme, mais on y arrive, on y arrive. Chaos, en grec, effectivement, le sens que tout le monde retient, c'est la faille, ce qui engloutit. La terre s'ouvre et on est englouti dans la faille. C'est étonnant de voir ça parce que quand un espace s'ouvre, ben c'est aussi une ouverture, n'est-ce pas? C'est pas seulement une faille, c'est pas seulement pour être englouti, c'est aussi pour jaillir de l'ouverture vers le haut. C'est-à-dire que cette idée qui est dans tous les peuples premiers aussi, que nous sommes un trait d'union entre le cœur de la terre, celui qui résonne dans tes tambours, dans ta batterie, le cœur de la terre, mais que nous sommes le trait d'union avec le cœur du ciel et qui manque quand même entre cette verticalité pour que l'horizontalité soit là, c'est quoi? Donne-moi la main. Donne-moi la main. Voilà, ça c'est l'horizontalité. Alors ce chaos, apprivoisons-le au lieu d'en avoir peur, de paniquer et encore une fois de nous séparer par la peur, de nous diviser en disant peut-être dans ce camp-là ça ira mieux, je vais collaborer parce que comme ça ben, ma famille aura à manger et puis je vais, voilà, parce que c'est pour ça qu'il y a des collabos, c'est pour ça qu'il y a des gens qui prennent des décisions infâmes. C'est toujours pour les mêmes raisons, soi-disant se protéger, se recroqueviller, protéger ses enfants de la faim. Et on fait des choses qui ne sont pas, qui sont innommables, auxquelles on ne peut pas donner de nom si on est un être humain. Donc, chaos, prenons-le. On est en plein chaos. Le monde est aujourd'hui en plein chaos. Les systèmes sont en train de s'inverser. Ils vont imploser, exploser. On ne sait pas encore. Et peu importe qu'on ne le sache pas, nous avons une responsabilité. Tu as prononcé ce mot pour l'artiste. Nous avons une responsabilité. C'est celle de ne pas perdre la main de l'autre. Ah, même celui qu'on n'aime pas. Voilà. Parce que l'amour, c'est facile d'aimer ceux qu'on aime. Il s'agit d'aimer ceux qu'on n'aime pas, parce qu'ils sont simplement vivants sur cette terre, à l'heure où nous inspirons et nous expirons. Ils inspirent et ils expirent, et nous respirons. Et notre respiration, si elle est bienveillante, elle crée une enveloppe qui résonne avec toutes les musiques qui deviennent une seule symphonie. Et c'est celle de l'humanité avec le grand H, celle pour laquelle nous sommes là, pour laquelle nous sommes nés, conscience du monde, regard sur le monde. L'expire, c'est la vibration originelle aussi, c'est #beat, le livre de Manu. Mais pour rebondir sur Zarina, cette émission que je fais, enfin ce forum, ça s'appelle La Face Cachée, sur la diversité. C'était vraiment l'idée de base m'est venue parce qu'on parle beaucoup de racisme et puis c'est finalement assez frustrant parce que la plupart des gens qui en parlent sont le point levé. Et moi, je pense qu'on ne peut pas régler les choses avec de la violence et de l'agressivité. Je pense tout le contraire. Et je me suis dit, en faisant un programme sur la diversité, je pense que je peux en parler. Donc forcément, les gens que j'interviewe se lâchent plus que si j'étais un journaliste, on va dire, blanc et en place. Et j'ai des histoires. Et ce qui m'intéresse, c'est la petite enfance et l'enfance. Parce qu'on vient tous de là, et c'est là qu'il y a une vraie formation émotionnelle, sensible et intellectuelle. La petite enfance. Et c'est génial parce que alors c'est pas sur les réseaux sociaux, c'est sur le site sur lequel je bosse, qui est Yahoo. Mais ce qui est vachement bien, c'est que j'ai des retours de plusieurs personnes et
Et c'est dans la compréhension de l'autre. Parce que ce que j'explique en fait en faisant une interview, c'est qu'il y a des failles, il y a eu des fêlures, il y a eu des mauvais choix dans la petite enfance, quand on a 3 ans, 4 ans, avec des violences terribles que je peux même pas citer ici. Et après, on comprend le fonctionnement de l'individu et sa réaction par rapport à l'autre. Donc j'étais super fier de pouvoir faire ça parce que je n'ai pas changé encore une fois le monde, mais je pense que je peux quand même changer certaines compréhensions de la différence, sur la différence. Merci, on s'approche de la fin de cette table ronde déjà. On va prendre juste 5 minutes de rab parce qu'on a commencé un petit peu en retard, si c'est OK. Ou bon, au maximum 5 minutes, hein, parce que les techniciens ont besoin de pause aussi, hein, on est d'accord. Quand même, Christophe, je voudrais qu'on vous réentende parce que vous avez parlé de Sea Shepherd tout à l'heure. Vous allez chanter tout à l'heure. Minuit 12 va danser en soutien à Paul Watson. Oui, de manière générale, pour la paix, on va dire. Sea Shepherd, le soutien à Paul Watson, c'est une évidence pour un artiste ou pas forcément? C'est une évidence. Disons que nous, tout le rapport à l'écologie, le rapport à la terre, en effet, fait partie, nous, de l'ADN du groupe. On s'est rencontrés sur une chanson qui s'appelle l'hymne de nos campagnes. Donc, nous étions tous adhérents de Greenpeace. Donc, très, très vite, on s'est retrouvés autour de cette thématique qui était hyper importante pour nous. Même si, je le rappelle, c'était il y a quasiment 30 ans, on passait vraiment pour des babacools, en pantacourt, en vivant dans des tipis, etc. Ce qui n'était pas forcément le cas. Qui aurait cru finalement que 30 ans après, ces thématiques-là allaient se retrouver vraiment sur le devant de la scène et tout. Donc nous n'avons fait pendant 30 ans que de rabâcher les mêmes choses, de rabâcher les mêmes, de défendre les mêmes valeurs avec des axes différents, avec des chansons différentes, mais finalement le sens était toujours le même. Donc évidemment que le combat de Sea Shepherd et de Paul Watson pour nous a toujours été une évidence. On a eu la chance de le rencontrer. Ce qui est important, je rebondis par rapport à ce que tu disais sur les luttes. Pourquoi on soutient des gens comme Paul Watson? Parce que Paul Watson pose aussi la question de la désobéissance civile, c'est-à-dire à un moment donné, au-delà des lois, etc., est-ce que nous n'avons pas, nous, en tant qu'êtres humains, nos propres valeurs à défendre? Est-ce légitime, à un moment donné, d'aller au-delà des lois pour défendre ses propres valeurs? Paul Watson nous pose aujourd'hui cette question, et au moment où il est incarcéré, où on ne connaît pas encore la suite, on peut véritablement se poser la question, parce que c'est un pirate, c'est un capitaine, c'est en effet quelqu'un qui a été au-delà des lois pour défendre ses propres valeurs ou pour défendre des lois existantes d'ailleurs. Donc, et Paul Watson nous a prouvé aussi à travers son combat, et c'est le cas pour d'autres structures en fait, c'est-à-dire qu'il y a des échecs, mais il y a des succès aussi. Donc tu disais, vous nourrissez en fait des échecs anciens en disant finalement les échecs du passé seront les victoires de demain. Et soutenir des Sea Shepherd ou Survival, c'est aussi se dire on soutient, même au-delà de l'échec, il y a eu quand même des énormes victoires, et c'est pour ça qu'on avance, et c'est ce qui donne du sens à notre vie, et quand on est artiste, à notre création. Réaction? J'ai envie d'ajouter que peut-être l'art, c'est cette maison qui demeure au-delà du temps, au-delà de l'espace. C'est notre demeure, celle où la beauté s'engrange, où la cohérence rayonne. Et que c'est cette maison dans laquelle tous sont invités. C'est une maison qui n'exclut personne, quelle que soit la religion, la couleur de peau. Nous sommes tous invités dans cette demeure. Et nous avons chacun la responsabilité de protéger cette demeure sur cette planète oikos. Oikos, c'est la maison. En grec ancien, c'est la maison, la grande maison, qui a donné lieu à l'économie, la gestion de la maison et la dérive du mot dans la réalité que nous vivons, et écologie.
le savoir de cette maison. Comment faire pour que cette maison soit protectrice du vivant, pas seulement de l'humain, du vivant. C'est encore une autre notion. Donc les Grecs, il y a si longtemps déjà, nous ont soufflé la voix. Et là, j'emploie le mot de souffle. Et le souffle, c'est le mot de l'art. C'est celui, je reviens à cette respiration première, à cette résonance du cœur. Et j'ai envie de dire que même si ça semble quelquefois, moi je ne dis pas que c'est naïf, ou alors c'est naïf au sens juste du terme, c'est-à-dire c'est le début. C'est le début et la fin, c'est la demeure, c'est ce qui demeure au-delà de nous. Quand nous serons tous morts, nous ici, assis à cette table, il restera la résonance de ta batterie, il restera la résonance de vos corps qui se seront inscrits dans la demeure de l'autre qui lui perdure. Il restera la résonance de vos chansons, les mots de Jocelyn qui écrit et qui collecte les cris de ces peuples premiers. Il restera tout cela. La mort ne doit pas nous faire peur. Elle nous unit. Les disparus sont vivants. Ils sont présents, ils veillent sur nous. Et c'est vraiment dans cette idée que l'amour nous enveloppe, nous entoure, que nous pouvons avancer vers la paix en faisant de notre vie une œuvre. Parce que nous sommes les artistes de notre vie. Deux minutes encore si c'est possible, parce que Minuit 12 a parlé de non-violence, Christophe a parlé de l'action de Paul Watson qui est un pirate effectivement, donc pour certains c'est une forme de violence. On sait que Martin Luther King, même le Mahatma Gandhi, Nelson Mandela sont passés par des actions violentes. Est-ce que l'art, selon vous, doit être nécessairement du côté de la non-violence, ou est-ce que parfois il faut y aller et il faut hurler, quoi? Ah bah moi je peux répondre tout de suite, je crois que vous l'avez déjà entendu. C'est que oui, bien sûr que l'art est un cri. Je veux dire, c'est un cri, sauf que c'est un cri qui entre dans une cohérence, dans une cosmogonie. Mais bien sûr que la non-violence, pour moi, c'est un terme qui m'embête un peu, je dois dire. Parce que à la violence, j'ai envie de répondre par cette force de l'art. C'est pas simplement on s'incline et puis on est gentil. Dans la non-violence, j'entends un peu ça. Et non, c'est un combat. Nous menons une guerre. Nous sommes des guerriers. Nous sommes des guerriers de lumière. Et ça, il ne faut pas le laisser tomber, parce que si on s'incline, quelque chose de l'ennemi se renforce. Il faut rester droit, debout. Et ce que vous faites quand vous faites les corps mous, vous vous inclinez pas. Bien au contraire. C'est là que vous vous dressez dans toute votre force. Alors, excusez-moi, juste un mot de Christophe et de Manu sur quand même la performance de Gojira à l'ouverture des JO. Là, on est dans la rage, on est dans la violence quand même. En plus, il y a l'évocation de la reine Marie-Antoinette. Décapitation. Il y en a certains qui n'ont pas aimé, quoi. Non, moi je pense que ce qui est violent pour nous n'est pas violent pour l'autre. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression d'être dans la non-violence dans ce que j'écris. Pourtant, sur les réseaux sociaux, quand j'écris des chansons et que j'ai aussi des fois un retour d'une violence extrême, parce que ce que je chante, moi personnellement, est aussi peut-être d'une violence inouïe pour d'autres qui n'ont pas les mêmes valeurs. C'est d'une violence incroyable. Donc finalement, est-ce que je suis véritablement non-violent à partir du moment où moi, dans mes mots, tu disais l'art est un cri, à partir du moment où je bouscule aussi d'autres personnes. Et des fois, on écrit des chansons où on se dit mais cette chanson quand même, elle défend des valeurs humanistes, elle est totalement anodine, et pourtant, elle violente certaines personnes. Certaines personnes, pour elles, c'est fondamentalement et viscéralement, pour eux, c'est une violence inouïe. Donc finalement, ça dépend de d'où on se situe. Donc je suis d'accord que le mot non-violent, c'est vrai que c'est un peu... oui, l'art est un cri, donc forcément, il y a une violence dedans, et c'est difficile de s'en détacher, je pense. Vaste sujet. Merci.
Jade, Pauline, une réaction à ce qu'a dit Zarina? Ouais, sur la désobéissance civile. En fait, la pièce dont on parle, sur laquelle on travaille, c'est sur la désobéissance civile, la résistance civile, non violente et violente. Et notre nom de code pour l'instant de travail, c'est la baston. Donc on explore cette question. Le passage dont on vous parlait, c'est justement sur ces formes non violentes avec les corps tout mous. Mais il y a forcément ce moment de réflexion sur cette ligne rouge déjà de la violence reçue. Pauline en parlait des forces de l'ordre. Mais aussi l'inverse aussi, le sabotage matériel, toutes les références, les suffragettes, la résistance, enfin, il y a énormément de références historiques. Après, la question, toujours, c'est la ligne rouge de la dignité et de l'intégrité physique. Par exemple, les suffragettes ont quand même réussi à faire des actions violentes et à ne jamais verser une seule goutte de sang. Donc voilà, mais évidemment on parle de résistance civile sous toutes ses formes et dans cette aussi profusion de réflexion qui est toujours ténue et délicate aussi, à toujours tracer cette ligne rouge. Manu, team Gojira ou pas? Non, j'ai du métal. J'ai pas un avis sur tout, et notamment la non-violence. J'ai un petit problème. Moi, je suis des générations Baba Cool, Peace and Love. Donc, vraiment, je viens de ça. J'ai un problème avec le mot violence et avec le mot non-violence. Moi, j'aime bien la puissance. J'aime bien la puissance. Parce que la puissance, quand on la rassemble, ça dépasse la violence, ça dépasse tout ce qui se passe. C'est puissant. Si on se rassemble tous et qu'on fait la chose au même endroit, au même moment, ça va faire du bruit, quoi. Donc moi, j'aime bien le mot plutôt puissance. La violence, ça, dans la sémantique, je pense que nos jeunes amis peuvent le développer. C'est-à-dire ça englobe beaucoup de choses. Et ça a un petit côté négatif pour moi. Donc je suis pas... L'art est un cri, je ne suis pas certain. Non plus. Bon, c'est un autre sujet, on peut développer encore pendant des heures. Je ne suis pas certain, c'est plus insidieux que ça. Donc, moi, je crois à la puissance du rassemblement. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup.